Avant de passer la parole à nos prochains intervenants et d'enchaîner sur un programme dense, quelques petites informations d'ordre pratique. J'espère que vous êtes confortablement installés chez vous ou à votre bureau ou où que ce soit. Tous les jours cette semaine, à partir de cet après-midi et jusqu'à jeudi, nous vous proposerons 2 ateliers de 60 minutes de 16h à 17h. À partir de demain, mardi et jusqu'à jeudi, ce sont, en plus de ces ateliers de 16 à 17, 3 ateliers qui se dérouleront de 12h à 12h30, puis 3 ateliers de 12h30 à 13h. Donc 24 ateliers au total, ateliers, table ronde, conférences, et bien entendu la clôture qui se déroulera vendredi matin à 10h30, et j'espère que nous vous retrouverons nombreux. Comme nous sommes un petit peu joueurs, nous avons mis en place un quiz que vous pourrez retrouver sur la plateforme. Je vous invite à aller voir le quiz, à répondre aux questions. Vous avez jusqu'à jeudi 18h. Vous pouvez y aller régulièrement, répondre aux questions. Une fois que vous aurez enregistré les réponses, ce sera trop tard. Vous ne pourrez plus les modifier. Nous aurons des lots pour les 6 gagnants qui sont offerts par nos partenaires Ecomicro et CapScience. Et donc, je les remercie. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous les partenaires de cette manifestation, Bordeaux Métropole, bien entendu, toutes les 28 communes de notre agglomération, l'ANCT, l'Association pour la cohésion des territoires, qui a labellisé cet événement numérique en commun. Nous sommes un événement NEC et on en est ravis. Et je salue toute l'équipe. La FING, Jacques-François Marchandise que nous allons retrouver très rapidement, CapScience qui nous invite dans leurs magnifiques locaux et Ecomicro également. Merci donc à tous nos partenaires. Je n'ai pas la bonne fiche, bien entendu, sinon c'est pas drôle. N'hésitez pas, dernière information, n'hésitez pas à commenter l'événement sur les fils de discussion. Tout au long de la semaine, vous aurez systématiquement des fenêtres pour chatter, pour commenter, pour poser des questions à tous les intervenants. Donc n'hésitez pas à intervenir. Et sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à commenter en utilisant le hashtag AGINUM2020. Où en est l'inclusion numérique en 2020 ? La première question de la première table ronde de cette semaine est assez vaste. Prouesse du numérique, et j'en profite d'ailleurs pour saluer toute l'équipe technique qui n'est clairement pas en fracture. Je les remercie beaucoup pour toute l'organisation de cet événement en distanciel. La totalité des intervenants sont donc en distanciel, mais je vais les accueillir tout de suite. Nous avons à nos côtés, mais à distance, Jacques-François Marchandise, délégué général de la Fondation Internet Nouvelle Génération, la FING, qui va animer cet échange. Est-ce que tu es là, Jacques-François ? Tu n'es pas là, Jacques-François. Donc, Jacques-François n'est pas là. Ce sont les aléas du direct. Nous allons nous reconnecter avec Jacques-François. Mais je vais tout de suite accueillir les autres participants. Vincent Ossilou, est-ce que vous m'entendez ? Vous êtes directeur du département économie France Stratégie. Alors, moi, je ne vous entends pas, on vous entend bien sur la plateforme. Est-ce que vous m'entendez ? On vous entend parfaitement. Bonjour, monsieur Ossilou. Bonjour. Merci beaucoup de nous créer un peu de temps pour cette table ronde qui démarrera incessamment sous peu, n'est-ce pas? À vos côtés, Michel Pasteur de l'Agence Nouvelle des Solidarités Actives. Bonjour, Madame Pasteur. Bonjour. Vous nous recevez et on vous reçoit. C'est formidable. Parfait. Super. Et Pierre-Louis Roll, vous êtes directeur des programmes Société numérique et Nouveaux lieux, nouveaux liens de la mission incubateur de services numériques à l'ANCT, partenaire de notre semaine. Est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour à toutes et à tous. Parfait, vous êtes là et on vous entend. C'est formidable. Donc Jacques-François, qui n'est pas là, c'est dommage, c'est lui qui anime la discussion. Je vous propose que l'on patiente quelques instants. Et puis, sinon, on démarrera peut-être par une présentation de chacun des intervenants. Si vous voulez, on peut peut-être démarrer par ça, et puis Jacques-François va nous rejoindre. Michel Pasteur, est-ce que vous voulez vous présenter? Oui, avec plaisir. Donc, tout d'abord, un grand merci d'avoir proposé à l'Agence Nouvelle des Solidarités Actives de prendre part à cette table ronde introductive.
c'est un grand moment pour votre territoire, mais aussi pour l'ENSA. Alors, peut-être quelques mots sur l'Agence Nouvelle des Solidarités Actives, notre raison d'être. Et depuis 15 ans désormais, c'est une raison d'être qui a été voulue par nos pères fondateurs, de lutter contre la pauvreté et pour l'inclusion. Et peut-être, j'ai envie de dire que hier, j'étais à une exposition d'artistes, hein, c'est bien de dire qu'il y en a actuellement, et il y avait une petite phrase que je trouvais bien représentative de ce que fait l'ENSA, et il disait « Prenons soin ensemble des plus fragiles, souvent le plus fragile est le plus précieux ». Alors voilà, l'ENSA cherche à contribuer, à prendre soin des plus fragiles parce que ce sont des éléments qui sont précieux pour notre société. Alors, notre positionnement de lutte contre la pauvreté pour l'inclusion nous a amené désormais depuis plus de 10 ans à travailler sur cette question de l'inclusion numérique. Et peut-être, je sais que cette table ronde vise à parler de demain, mais je voudrais donner quelques éléments, juste faire un petit peu un retour en arrière. En 2010, l'ENSA démarre et travaille sur cette question d'inclusion numérique. Et à l'époque, ce qui est en jeu, c'est vraiment l'accès, ça l'est toujours encore pour une partie de nos concitoyens, c'est toujours effectivement l'accès au matériel et à des logiciels. Et en fait, nous y avons travaillé de 2010 à 2013. Et puis, il y a une évolution qui se fait dans la prise en compte tout au long de cette décennie de cette question de l'inclusion numérique. Et je veux citer là le rapport du Conseil national du numérique sous la plume de Valérie Dejour, qui en 2013 parlait de ce rapport qui s'appelait « Citoyenne, une société numérique ». Et en tout cas, je veux dire que ça a été un élément, c'est un moment important où cette question d'inclusion numérique est de se dire que naturellement, tout le monde n'allait pas être très à l'aise sur le numérique et que le numérique allait fortement structurer notre société et notamment l'accès aux droits. Donc, on s'est inscrit dans cette dynamique-là. Et puis, en 2017 particulièrement, l'ENSA, on s'inscrit aussi dans un autre moment fort de notre société, même mondiale, puisque vous savez que les objectifs du développement durable parlent d'une société inclusive. Et nous mettons en avant le fait qu'on rajoute un petit mot en disant une société numérique pleinement inclusive. Donc, c'est quelque chose d'important. Notre mission depuis 15 ans, c'est de faire en sorte que les personnes les plus en difficulté ou les personnes fragiles aient de bonnes conditions de vie, de meilleures conditions de vie, puissent exercer leur citoyenneté. Et dans cette société numérique dont a parlé Cédric O, qui est là désormais, il est vraiment important de faire en sorte que cette société numérique ne laisse personne sur le bord de la route, mais au contraire soit un levier. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Beaucoup de choses ont été faites. Alors, peut-être préciser que l'ENSA a une clé d'entrée un peu particulière par rapport à cette dynamique de l'inclusion numérique. Nous rentrons à travers les personnes elles-mêmes. C'est-à-dire que nous avons toujours fait un travail pour essayer de comprendre quelles sont les appétences, les compétences, les attentes des personnes, notamment des personnes qui sont les plus fragiles. Et c'est à ce titre que l'ENSA a travaillé à produire de la connaissance, pour avoir des regards croisés entre à la fois les professionnels qui agissent au titre du social et du numérique, mais aussi les personnes concernées elles-mêmes, pour comprendre quel est leur regard, quelle est leur vision et quel est aussi leur usage du numérique. Et en fait, alors normalement, j'avais donné à Jacques-François quelques slides qui auraient dû passer à ce moment-là, mais nous avons effectivement à l'ENSA produit un petit peu ces éléments de connaissance en essayant de voir quels sont les positionnements de personnes qui peuvent être, par exemple, en milieu rural isolé, qui peuvent être des femmes en situation de famille monoparentale. Donc, on a essayé de laisser un petit peu des portraits pour voir comment est-ce qu'effectivement le numérique était vécu par ces personnes. Je ne rentrerai pas trop dans le détail sur ces profils-là. Je crois que Jacques-François, normalement, devait apporter quelques éléments complémentaires, mais dire que, voilà, comprendre aussi comment est-ce que les personnes elles-mêmes vivent et perçoivent et sont intégrées dans cette société numérique était quelque chose de très important. Nous avons rajouté un élément supplémentaire en 2019 puisque nous avons fait un travail particulier sur l'inclusion numérique des personnes en situation de handicap. Effectivement, le numérique est d'un apport fondamental pour les personnes en situation de handicap en amenant de nouvelles solutions technologiques, mais on s'est aperçu que pour
un certain nombre de personnes elles-mêmes en situation de handicap, leurs usages du numérique sont parfois compliqués ou en tout cas assez restreints. Donc, nous avons voulu faire effectivement une cartographie que l'on retrouve aussi sur notre site de la situation de personnes en situation de handicap en tenant compte d'un certain nombre de handicaps pour voir comment est-ce qu'elles étaient à l'aise ou pas sur les usages, en fait, les usages et leur accès aux droits. Et puis en parallèle, nous avons travaillé notamment avec le Haut Conseil du travail social sur l'intégration et l'appropriation du numérique dans le travail social. C'est un point extrêmement important en tout cas, je m'arrêterai là pour cette petite présentation d'ANSA et cette petite rétrospective pour dire que c'est là où nous en sommes aujourd'hui. C'est faire en sorte que, et je crois que Cédric O l'a dit aussi, il y ait vraiment collaboration, coopération entre les personnes en situation de fragilité et leur engagement sur le numérique, et comment est-ce qu'aussi le travail social, les intervenants sociaux rentrent effectivement et s'approprient cette dimension numérique de leur travail. Merci beaucoup, Madame Pasteur. Nous allons enchaîner. Je pense que Jacques-François a dû avoir des problèmes de connexion. Pierre-Louis Rolle, je vous propose à votre tour de présenter votre structure, la NCT, vos actions. Oui, donc bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup à Bordeaux Métropole pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de participer à cet événement, d'autant que le territoire métropolitain bordelais est pour nous vraiment un partenaire riche en collaboration, que ce soit avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire numérique, avec les acteurs de l'inclusion numérique, avec le Hub, avec Captic, avec aussi la métropole qui a mis en place de nombreuses actions en lien avec les orientations de la stratégie nationale pour un numérique inclusif évoquée par le ministre, notamment en matière de formation du travail social. Alors, vous évoquiez effectivement l'ANCT, qui n'est pas une association, mais qui est l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui est un nouvel opérateur de l'État qui a été créé le 1er janvier. L'année dernière, quand on est intervenu, c'était encore en tant qu'agence du numérique du ministère des Finances. Là, il y avait une nouvelle agence qui a été créée pour collaborer avec et travailler, outiller et monter des projets avec les collectivités territoriales, l'ANCT, donc où se trouve maintenant le programme Société numérique, donc qui met en œuvre la stratégie nationale pour un numérique inclusif du gouvernement, mais également le programme Nouveaux lieux, nouveaux liens, qui, elle, porte la politique publique de soutien au tiers-lieu, qui est étroitement lié aux problématiques qu'on va aborder aujourd'hui pour effectivement rendre concret le numérique du quotidien et rapprocher l'inclusion numérique au plus proche des lieux de vie des citoyens. Alors, le ministre a commencé à détailler le point d'étape de la stratégie nationale pour un numérique inclusif. On aura l'occasion d'y revenir au cours de la discussion, sauf si on doit meubler un peu plus longtemps, en quel cas je le ferai. Mais aujourd'hui, effectivement, le temps est à l'action. Ce qu'on a essayé de faire pendant 2 ans, c'était vraiment de structurer un cadre de coopération entre l'État, les collectivités, les associations, les acteurs privés également, pour qu'on arrive à massifier des actions d'inclusion numérique. Le pass numérique, c'était dans cet objet-là. C'était déployer avec les collectivités un outil de ciblage des populations vulnérables et aussi un outil de consolidation de la filière de l'inclusion numérique en permettant aux lieux de se référencer, de référencer les services qu'ils offrent, d'être identifiables et d'être compensés économiquement pour le service qu'ils rendent à la population. C'est également l'objectif d'un nouveau service public numérique, comme Aidant Connect, d'arriver à faciliter le travail des aidants, qu'ils soient travailleurs sociaux, qu'ils soient médiateurs numériques, salariés privés dans une association, ou qu'ils soient secrétaires de mairie dans une mairie rurale, qu'on ait un cadre sécurisé pour réaliser les démarches à la place de quelqu'un. Et enfin, l'objectif de l'inclusion numérique, c'est pas simplement d'être la voiture balai de la dématérialisation, mais vraiment d'incarner cette transition numérique évoquée par le ministre et de permettre à chacun de monter en compétence et de s'approprier les objectifs du numérique, les opportunités que propose le numérique, qui est la trame de fond et l'objectif de cette stratégie nationale, c'est massifier la formation. Et c'est là
pour arriver à faire sur le terrain, on s'appuie notamment sur les hubs avec le concours de la Banque des Territoires. Et je salue à mon tour le hub UBIC sur le territoire qui met en œuvre ces formations de formateurs, qui articule ces acteurs très différents de la médiation scientifique, de la médiation culturelle, de la médiation sociale, du service public pour réaliser cette grande alliance de l'inclusion numérique. Et c'est ça l'esprit de Numérique en commun qu'on a essayé de construire, cette communauté d'acteurs très différents, publics comme privés, d'universitaires, de chercheurs, de fonctionnaires qui travaillent à réaliser l'inclusion numérique, cette communauté s'incarne dans un événement national, Numérique en commun, qui a eu lieu à Nantes et à Marseille l'année précédente, qui aura lieu à Lyon si les conditions sanitaires le permettent cette année, mais qu'on a voulu continuer tout au long de l'année en permettant aux collectivités d'organiser ces événements. Cette année, c'est Bordeaux qui ouvre ses numériques en commun locaux nouveaux et on en est ravis vu l'ampleur qu'aura cette semaine. Et l'objectif, c'est pas de simplement faire des événements où on est très content de se retrouver tous ensemble, mais des événements tournés vers l'action où on va avoir des présentations très concrètes et surtout on va en tirer des leçons et des façons d'agir. Donc c'est pour ça qu'on a une équipe coordonnée par François Huguet, qui conclura la journée aujourd'hui, qui est sociologue, qui travaille à documenter et faire le fil rouge entre cette dizaine d'événements locaux pour qu'ensuite on en tire des modes d'emploi et des guides d'action concrets dans chaque territoire. Vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup. Oui. Et nous sommes ravis de lancer les numériques en commun pour cette saison. Et on espère pouvoir venir à Lyon au mois de novembre également si nous pouvons nous déplacer. Oui, comme vous le dites. Exactement, c'est bien résumé. Monsieur Ossilou, vous avez travaillé sur les bénéfices, des travaux assez intéressants sur la partie bénéfices de l'inclusion numérique et de œuvrer à résorber la fameuse fracture. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus avant qu'on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet et des discussions? Tout à fait. Donc, à France Stratégie, nous avons travaillé sur la quantification des bénéfices d'une meilleure inclusion numérique. Tout simplement parce que tout ce travail que vous faites, que tous les professionnels, les particuliers conduisent pour réduire la fracture numérique dans notre pays, ce n'est pas simplement un travail de solidarité, c'est aussi parce qu'il y a des bénéfices collectifs à ce que cette fracture numérique se réduise, à ce que un plus grand nombre de nos concitoyens puissent utiliser les outils numériques dans leur vie et puissent en saisir les opportunités. Donc nous avons travaillé sur ce sujet car il n'existait pas d'études qui quantifient ces bénéfices. Et je crois que c'est important de le faire, notamment pour vous, pour tous ceux qui travaillent au jour le jour, bien entendu pour aider des individus, pour aider les familles, mais également parce que votre travail est un service qu'on rend à la collectivité et qui peut grandement améliorer à la fois la cohésion sociale, mais aussi notre pouvoir d'achat, notre bien-être, l'emploi. Et donc, vous le savez certainement, puisque vous êtes à peu près tous des professionnels de l'inclusion numérique, plus d'un quart de la population française peut être qualifiée de distant du numérique. Un peu plus de 16% n'utilisent pas Internet, n'ont pas de compétences numériques de base. À ces 16%, on peut rajouter les 12% qui ont quelques compétences numériques, qui peuvent utiliser de temps en temps Internet, mais qui sont qualifiés de distants. Et au total, c'est 14 millions de Français qui ne bénéficient pas des opportunités du numérique dans toutes les étapes de la vie de tous les jours. Ce n'est pas
qu'une question générationnelle. On le sait, et vous l'expérimentez probablement tous les jours. Certes, plus de 55% de ces éloignés du numérique ont plus de 70 ans et n'ont pas et parmi ces 70 ans, plus de 70 ans, 55% n'ont pas Internet chez eux. Mais il y a quand même aussi plus d'un demi-million de distants du numérique qui ont moins de 35 ans et plus de 70 000 qui ont moins de 25 ans. Donc c'est aussi une question bien évidemment liée au niveau de formation, au niveau d'éducation, puisque plus de la moitié, enfin même plus des 3/4 des distants du numérique n'ont pas de diplôme supérieur au CAP ou BEP. Bien entendu, c'est lié à l'illettrisme, puisqu'on sait que 7% à peu près des adultes, de la population adulte en France, ont des difficultés à déchiffrer un texte, et 22% ont un faible niveau de compétence à l'écrit. Mais bien évidemment, il y a des liens liés à l'accès à la technologie, aux moyens à s'acheter un ordinateur ou un mobile. Il y a bien entendu beaucoup d'autres obstacles. Et donc, en chiffrant les bénéfices dans 4 domaines principaux, à la fois l'économie numérique, par exemple l'économie collaborative sur les plateformes, l'emploi et la formation, les relations avec les services publics, mais aussi l'inclusion sociale et le bien-être. On chiffre à près de 5 milliards d'euros les bénéfices de manière structurelle d'une meilleure inclusion numérique. 5 milliards d'euros par an. Bien évidemment, c'est une hypothèse basse, puisqu'on l'a vu pendant la crise du Covid. Clairement, si on chiffrait les coûts liés à la partie de la population qui n'a pas pu soit continuer à exercer son activité, soit continuer pour les enfants à accéder aux cours en ligne. Bien évidemment, ces coûts sont importants. Ils n'ont pas été chiffrés dans notre étude puisqu'elle précédait la crise. Et par ailleurs, on a bien vu également pour toutes les entreprises qui elles-mêmes étaient déjà bien préparées au numérique pour un certain nombre de tâches, de travaux pour lesquels le numérique permet, comme aujourd'hui, de continuer à avoir des interactions, une activité économique. Tous ces bénéfices-là, en phase de crise, en période de confinement et puis de distanciation physique, tous ces bénéfices-là liés au numérique ne font pas partie du chiffrage que nous avons fait, et donc clairement notre estimation est une estimation basse, et clairement on l'expérimente tous collectivement tous les jours. Ceux qui ne maîtrisent pas les outils numériques, dans la situation actuelle, sont d'autant plus handicapés de ce point de vue-là, pour chercher un travail, pour accéder aux formations en ligne, pour éventuellement bénéficier des plateformes et de l'économie collaborative pour des services qu'ils pourraient vendre en ligne, pour tout l'accès aux services administratifs. Donc, au total, on a sur ces 4,8 milliards de gains annuels, si le quart de la population qui aujourd'hui est distant du numérique rejoignait un niveau de pratique d'Internet, non pas de spécialistes, non pas d'experts, mais un niveau de ce qu'on appelle les internautes traditionnels, qui ont une utilisation relativement modérée d'Internet, mais qui savent faire la plupart des démarches de base sur le numérique. Les bénéfices en termes de pouvoir d'achat, en termes économiques pour les individus, pour ces individus-là, s'élèvent à 2,6 milliards d'euros par an, donc c'est loin d'être négligeable. Il y a 1,3 milliard d'euros d'économies pour la puissance publique, puisque notamment le fait de faire les démarches en ligne coûte nettement moins cher à la puissance publique.
et une partie de ces bénéfices doivent être mobilisés pour faire de l'accompagnement personnalisé pour maintenir les contacts physiques lorsqu'on en a besoin, soit par téléphone, soit au guichet, bien entendu. Le reste, ce sont des gains non financiers, c'est des gains de temps pour les individus. C'est également une amélioration des liens sociaux, parce que on le sait, les études le démontrent, il y a via les réseaux sociaux la capacité aux personnes isolées, aux personnes qui ont des difficultés de rentrer en contact avec d'autres individus. Il y a la possibilité d'améliorer leur capital social, d'améliorer leur réseau social. C'est ce que démontrent un certain nombre d'études sociologiques sur le sujet. Voilà pour cette petite introduction rapide. Le travail est disponible sur le site de France Stratégie, cette étude, avec un chiffrage pour les différents domaines. Et bien évidemment, elle demandera à être complétée, peut-être ex post, après, on l'espère, la sortie de la crise que nous vivons, pour quantifier ce que les bénéfices de l'outil numérique ont permis d'éviter comme dégâts, et donc l'investissement qu'il faut continuer à réaliser pour fermer cette fracture numérique. Merci beaucoup. Cette approche justement très d'analyse en fait de collecte de données, d'éléments chiffrés, c'est effectivement quelque chose de très pertinent et essentiel en fait quand on travaille sur des actions, quand on monte des projets. Comment, je me tourne un petit peu vers les autres interlocuteurs, comment est-ce que vous anticipez, est-ce que vous utilisez justement la donnée, de l'analyse à la fois du contexte et d'anticipation des projets que vous montez pour pouvoir justement avoir une pertinence dans les projets qui sont déployés? Oui, Michel. Vas-y, Michel. Ah, je pense que vous avez coupé votre son, Michel. Voilà. Exact. Par rapport à ce que disait M. Ossilou, il y a effectivement des données quantitatives qui sont importantes, qui permettent un petit peu de regarder les choses globalement. Mais c'est vrai que nous, du côté d'INSA, on travaille beaucoup sur, comme je le disais en première intervention, à travers la personne, comprendre effectivement quel est son regard et quels sont ses usages. Et à ce titre, je crois que c'est vraiment important parce que je crois qu'au cours de la décennie qui vient de se terminer, avec l'arrivée du nouvel, la plupart des opérateurs ont travaillé à déployer leurs propres services sur cet outil ou dans ce terreau numérique. Et peut-être pas suffisamment en prenant en compte justement cette appétence et capacité des personnes à véritablement aller sur le numérique. Et aujourd'hui, c'est un point fondamental. Nous, ce que nous analysons, ce que nous regardons, c'est en comment et dans quelle mesure le numérique permet effectivement une amélioration de l'accès aux droits, ce qui est véritablement fondamental pour les personnes, en tout cas, avec lesquelles nous travaillons à l'ENSA. Donc, parce qu'effectivement, et M. Ossilou l'a dit, ainsi que Cédric O, on a le numérique porte beaucoup de promesses, porte aussi quelques distorsions. Donc, il s'agit aujourd'hui de faire en sorte que les promesses soient réalisées, et notamment pour les personnes qui en sont peut-être le plus éloignées. Et donc, c'est vraiment cette compréhension-là de la façon dont le numérique est abordé par les personnes. Et je veux prendre quelques exemples. Et Monsieur O a eu raison de citer par exemple Blablacar ou bien d'autres services. Nous avons, les travaux que nous avons menés mettent en avant que ce n'est pas tout à fait la même chose pour certaines personnes que d'aller sur le site de la SNCF, sur le site de leur banque ou sur un site sur Blablacar ou bien éventuellement sur Le Bon Coin, que de rentrer dans un usage numérique par rapport à des relations, par rapport à l'administration et par rapport à l'accès aux droits. Donc, ça suppose aussi une prise en compte un peu particulière. Vous savez qu'un certain nombre de personnes ont un peu d'appréhension vis-à-vis de l'administration. Et aujourd'hui,
cette appréhension, elle peut être décuplée parce qu'il y a une relation à l'administration et en plus, il y a une relation qui se fait via le numérique. Donc, c'est vraiment ces éléments-là qu'il s'agit d'affiner, de comprendre pour permettre que l'ensemble des solutions qui sont proposées, notamment par les professionnels, puissent être le plus en adéquation. Alors, moi, je dirais que puisqu'il s'agit aujourd'hui dans cette table ronde de regarder qu'est-ce qui est devant nous pour cette décennie qui s'ouvre en 2020, c'est vraiment le travail aujourd'hui de co-construction et de co-construction dans les solutions. Le mouvement est engagé, il reste encore à s'approfondir et donc c'est vraiment comment est-ce qu'on va co-construire entre professionnels, entre, je dirais, professionnels du numérique, professionnels du social, personnes accompagnées, c'est quelque chose de fondamental. Et ça suppose bien d'avoir une connaissance, d'avoir une connaissance partagée et de pouvoir même partager un petit peu des cultures. Mais je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Monsieur Roll, et pour compléter la question, on est quand même aussi sur des sujets numériques avec des équipements, tout va très vite et il y a beaucoup de changements, beaucoup de mises à jour en fait. Pour continuer sur la question de l'analyse, selon vous, quelle est la régularité souhaitée pour pouvoir avoir justement de la donnée tangible au moment où on en a besoin? Alors, nous, quand on a créé le programme Société numérique pour porter la politique publique d'inclusion numérique, une des premières choses qu'on a essayé de faire, c'est justement de voir quelles étaient les données existantes. Alors d'abord, quantitatives. On s'est appuyé sur 2 grandes enquêtes, le baromètre du numérique, alors qui lui est millésimé tous les ans, qui est mené de pair avec le Conseil général de l'économie et l'ARCEP, le régulateur, où là, tous les ans, on a des questions sur le taux d'équipement en smartphone, en ordinateur de bureau, en portable, etc. de la population, et des questions un peu plus fines sur les compétences, ou du moins le sentiment de compétences, le rapport aux démarches administratives, etc. On a aussi une enquête qui s'appelle l'enquête Capacity, qui elle est menée par les équipes de recherche du groupement d'intérêt scientifique Marsouin, auquel appartient Jacques-François Marchandise, qui pose, quant à elle, les questions de qui profite du numérique et qui n'en profite pas, pour avoir cette typologie décrite par Michel, et aller finement sur dans quelles conditions le numérique peut-il être émancipateur. Donc ça, ce sont des enquêtes en face à face, des enquêtes statistiques, déclaratives sur des grands échantillons et qui demandent plusieurs mois de passation. Donc là, effectivement, on a une régularité à peu près annuelle. Ce qui est suffisamment intéressant pour voir des grandes tendances, surtout que le baromètre du numérique, on doit être à la 10e, 12e, non, alors on en est à la 18e édition, pardon. Donc il y a 20 ans de données où là on a quand même des choses assez significatives. Maintenant, tout l'enjeu à venir, ça va être d'avoir des données dynamiques issues des politiques publiques pour avoir une granularité effectivement beaucoup plus fine. Et on a pu voir, pour en revenir sur ces enquêtes millésimées, on a pu voir typiquement de grandes évolutions, notamment sur la compétence d'utilisation du smartphone, qui était de pair avec son adoption par la population, mais on voyait de grands différentiels. Par exemple, si on regardait la population non diplômée, où on a un peu moins de 65% qui sait utiliser un ordinateur de bureau, là où plus de 80% savent utiliser un smartphone. Et on voit ces grandes évolutions sur des périodes de 3, 4, 5 ans, avec des écarts majeurs qui se construisent, et c'est assez intéressant pour construire notre analyse. Et c'est là où on a besoin ensuite de travaux de terrain, ethnographiques, comme le rappelait Michel, pour aller voir comment tout ça, ces compétences se négocient et s'expriment sur le terrain. Donc on a il y a de plus en plus de travaux de sociologie sur la question. Je pense notamment à ceux de Dominique Pasquier, qui a travaillé sur l'Internet des familles modestes. Et pour continuer à travailler sur
cette question du smartphone, ces travaux montrent très bien que les gens ont des compétences numériques. Et c'est pas parce qu'on a des compétences numériques qui ne sont pas celles qu'attend l'État pour déclarer ses impôts, pour remplir un CV, que ce ne sont pas des compétences numériques légitimes. Donc c'est pour ça qu'on est très prudent sur la notion de fracture numérique, où il y aurait d'un côté les inclus, de l'autre côté les exclus, ce qui en plus permettrait d'avoir un peu une approche de stock. On a un stock à traiter, puis après on aura fait notre boulot d'État. C'est pas si simple que ça. Et justement, c'est quand on a ces familles qui utilisent un smartphone pour jouer à Candy Crush, qui utilisent un smartphone pour aller sur Le Bon Coin, c'est un rapport au numérique, ce sont des compétences numériques, elles sont tout à fait légitimes, et c'est plutôt comment on va construire maintenant nos politiques publiques là-dessus et adapter nos parcours de formation pour rendre possible cette inclusion numérique et cette mise en capacité pour le numérique. Et donc c'est pour ça qu'on a, nous, pour votre question posée à notre rapport à la donnée, ce travail de veille qu'on essaye de rendre au maximum public sur notre site, c'est labo.sociéténumérique.gouv.fr pour faire une courte page de pub, où là on compile toutes ces données quali et quanti et vous pouvez retrouver ces différents travaux. Et enfin, comme je disais tout à l'heure, notre gros enjeu, ça sera de donner aux collectivités des données de terrain dynamiques d'évaluation à une maille très fine sur nos différents dispositifs. Typiquement, sur Elan Connect, on connaît le nombre de mandats qui sont en cours, quel est leur périmètre, si les gens sollicitent le service pour la déclaration d'impôt, pour la CAF, pour les questions de logement, et d'avoir à une maille territoriale fine, avoir ces données-là. Et typiquement pour le pass numérique aussi, qui est un dispositif qui permet de savoir pourquoi le pass est utilisé, pour quel service, dans quelle commune, etc. Donc, arriver à bâtir une vision qui sert à la fois à l'évaluation des politiques publiques et à la fois de révéler aussi les vulnérabilités territoriales, ce sur quoi d'ailleurs a travaillé l'ANSA sur la carte des vulnérabilités numériques avec la préfecture d'Occitanie et la coopérative l'Amenum. Donc voilà, le grand défi des mois à venir, ce sera d'avoir cette donnée dynamique et de qualité pour évaluer nos politiques publiques d'inclusion numérique et surtout les rendre disponibles en open data pour tous les acteurs. Vaste projet et belle ambition. Pour rester sur la question de l'analyse, vous avez évoqué la partie un petit peu, la granularité en fait de la fracture numérique. En fait, on est tous un peu fracturés finalement, mais chacun à un degré différent. Et il y a aussi la question des biais, la question de la déclaration des gens qui vont déclarer qu'ils sont plus ou moins fracturés. Enfin, c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément interprété de la même manière d'une personne à l'autre. Comment est-ce que vous arrivez à contrer ces biais et à avoir cette visibilité des différents, de l'échelle en fait, échelle de fracture dans vos différentes analyses les uns et les autres? Si quelqu'un veut se lancer, Michel, allez-y. Oui, alors, je crois que c'est compliqué la question que vous posez. On rentre dans une analyse extrêmement fine. Alors, peut-être pour rebondir par rapport à ce que disait Pierre-Louis Roll, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on a un certain nombre de données qui ont plutôt de dimension nationale ou qui vont décrire un certain type de population. Aujourd'hui, et c'est ce qui est en jeu, Pierre-Louis l'a bien décrit, c'est comment est-ce qu'on arrive à comprendre quelle est la situation sur un territoire, avec une maille plus ou moins fine. Et donc, j'ai plutôt envie de vous dire que ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est pas de disposer de toutes les données possibles et qu'elles soient disponibles pour tout le monde, c'est plutôt d'avoir effectivement les outils qui permettent de compiler un certain nombre de données que chacun des territoires et des acteurs de ce territoire au niveau qu'ils ont choisi peuvent arriver à intégrer dans un outil pour donner une visibilité de leur situation par rapport au numérique. Et c'est effectivement dans ce cadre-là que l'ANSA, avec l'Amenum, dont nous sommes membres, nous avons commencé à travailler à un outil qui s'appelle l'indice de fragilité numérique, qui vise à essayer de comprendre ou à donner une visibilité ou une image à un moment donné d'un territoire par rapport à cette inclusion numérique. Et dans cet indicateur, qui est effectivement basé à partir de données quantitatives, qu'il est très important
de développer de plus en plus dans une maille de plus en plus fine, c'est de regarder effectivement l'ensemble des éléments, quelle est la situation de l'ensemble des éléments qui contribuent à une situation, à un territoire qui permette cette inclusion numérique. Et ça veut dire qu'on est à la fois sur des questions d'accessibilité aux outils, des questions bien sûr de connexion, mais aussi des questions de profil de la population, de nature des besoins des personnes sur certains quartiers, sur certains territoires. Et donc, j'ai envie de vous dire que je ne crois pas qu'on soit en capacité, ou en tout cas qu'il existerait une méga base de données qui va permettre de donner tous ces éléments, mais plutôt d'essayer d'avoir des outils qui permettent de voir quels sont, de repérer quels sont les éléments nécessaires à la compréhension d'un territoire par rapport à cette capacité d'être un territoire inclusif sur un plan numérique, pour pouvoir comprendre la situation et surtout, et ça c'est le deuxième point qui nous paraît extrêmement essentiel pour les années qui viennent, c'est d'avoir aussi, de proposer les bons services aux bonnes personnes. Parce que peut-être dans la période précédente, et c'était normal, on était dans cette période de construction de beaucoup de services numériques, on a fait des services numériques qui pouvaient s'adresser au plus grand nombre. Aujourd'hui, on est conscient que si l'on veut effectivement atteindre toutes les populations et qui ont des besoins particuliers, il va s'agir aussi de travailler à coproduire avec ces personnes-là des solutions qui soient adaptées à leurs demandes. Donc, c'est un équilibre important qu'il va falloir trouver, c'est peut-être pas évident, entre des services de type universel qui sont bien sûr nécessaires, qui permettent, qui garantissent l'égalité d'accès aux droits de tous, mais aussi peut-être des modalités d'accès qui soient adaptées à différents publics sur différents territoires. Donc, cette production de données, elle est essentielle et elle doit de plus en plus se faire à maille fine et se faire avec et pour les acteurs du territoire, pour que cette compréhension à travers les données d'un territoire permette de partager des cultures et permette de faire vivre cette transversalité, cette coopération qui est essentielle aujourd'hui si vraiment on veut aboutir à un territoire pleinement inclusif, à un territoire numérique pleinement inclusif. Merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez réagir, Monsieur Silo, Monsieur Roll? Peut-être un mot sur le fait que nous avons conduit une étude qui est macroéconomique au niveau de la maille nationale du pays. Bien évidemment, dans l'action aujourd'hui, puisque donc cette étude est intervenue au moment du lancement du plan national, pour chercher à voir qu'est-ce qu'on pouvait attendre de cet investissement que la nation s'apprêtait à lancer, à réaliser. Et bien évidemment, maintenant, c'est, comme le disait Michel Pasteur, c'est au niveau des territoires qu'il faudrait arriver à décliner à la fois l'analyse de ces bénéfices, parce que il faut bien se rendre compte que nos concitoyens, ceux qui n'ont pas nécessairement la difficulté d'accéder au numérique, à Internet, qu'ils utilisent dans toute leur vie, on doit bien évidemment chercher aussi à les convaincre que ce n'est pas simplement pour de la charité quand on développe ce type de plan, c'est aussi parce que c'est un bien-être collectif et que tout le monde en bénéficie, y compris ceux qui ne sont pas directement bénéficiaires des actions sur le terrain pour réduire ces fractures numériques. Donc, de ce point de vue-là, il y a des initiatives au niveau local pour essayer de quantifier, de chiffrer et de suivre, parce que ça permet bien évidemment de suivre au jour le jour l'accompagnement, les travaux, les retours sur investissement en quelque sorte, que tout le travail que vous effectuez permet d'attendre et permet concrètement de rendre comme bénéfice au territoire et à la nation. Nous sommes effectivement tout à fait d'accord sur la dimension analyse plus fine au niveau des territoires, et nous avons justement un atelier à ce sujet jeudi, donc
j'invite tous ceux qui sont intéressés sur cette thématique à s'inscrire, qui est vers un observatoire de l'inclusion numérique sur notre territoire. On veut travailler sur justement avoir cette donnée, pouvoir avoir cette capacité d'analyse, de prise de recul aussi, et en fait un levier et un soutien pour prendre nos décisions et quand on lance un projet, se dire qu'on va avoir à la fois en amont les éléments pour lui donner les meilleures orientations et puis après avoir toute cette capacité d'analyse via cet observatoire. Donc on est en ordre de marche, mais il faut encore qu'on mette en œuvre cet observatoire. Si vous deviez, alors comme vous l'aurez constaté, je prends le relais de Jacques-François Marchandise qui n'arrive pas à se connecter. Donc je vais me permettre de vous poser quelques questions que nous n'avons pas préparées. Je tiens à le préciser à toute l'audience qui ne soit pas étonnée. Si vous aviez 3 actions ou grandes thématiques ou choses qui vous semblent indispensables à mettre en œuvre dans les mois qui viennent, si vous deviez choisir 3 sujets, 3 objets pour travailler sur le sujet de l'inclusion numérique, quelles seraient-elles? Si l'un de vous veut se lancer. Pierre-Louis, je vous sens... J'ai eu un petit problème de connexion, je n'ai pas entendu la question. Je demandais si vous deviez sélectionner 3 actions fortes, oui. 3 thématiques qui vous semblent essentielles dans les mois qui viennent sur la thématique de l'inclusion numérique, quelles seraient-elles? Des actions concrètes qu'on pourrait mettre en place, soit au niveau de l'État, soit nous, au niveau du territoire. Donnez-nous votre liste de courses. on la fera passer aux acteurs du territoire qui nous écoutent. Et on attend aussi leur liste de courses également, parce que tout ça sera... On s'en occupe. Ensemble. On vous l'envoie vendredi 16h. Très bien. Je resterai devant ma boîte mail dès 15h57. En tout cas, ça va être difficile d'en choisir 3 parce que la crise qu'on vient de vivre a bien révélé l'importance et l'actualité de la question de l'inclusion numérique, y compris certains aspects qu'on avait sous-évalués au départ. D'abord, la question effectivement de la formation. Comment est-ce que je choisis les bons outils? Comment je m'y connecte? Comment est-ce que je fais la classe à la maison? Comment je garde le lien avec ma famille? Quand la Mednum et la NCT et les acteurs de la médiation numérique ont mis en place le numéro d'urgence Solidarité numérique pour permettre d'avoir une hotline d'aide aux personnes en difficulté numérique par téléphone, on a bien vu qu'il y avait beaucoup au-delà des démarches administratives, beaucoup de ces questions-là, comment je m'approprie les usages de base, mais aussi la situation a montré, révélé les inégalités d'équipement et les inégalités de connectivité. Quand on a un seul ordinateur pour tout le foyer et plusieurs enfants qui doivent assurer la classe, c'est compliqué. Quand on doit télétravailler à plusieurs, c'est compliqué. Et surtout, quand il faut avoir le débit suffisant pour se faire. Il y a eu pas mal d'expériences, notamment Bordeaux, Marseille, de distribution d'ordinateurs. On s'est rendu compte que quand on distribuait plusieurs ordinateurs portables à une famille, si le seul point de connexion, c'était un forfait low cost à 2 € en partage de connexion sur un smartphone, ça ne suffisait pas pour assurer... Donc, une des premières actions, ça va être de réfléchir à cette question à ce triptyque connectivité plus équipement multiplié par compétences numériques, ça va faire l'inclusion numérique. Donc réfléchir à la mise en place de circuits courts de recyclage d'ordinateurs, de distribution, et que chaque fois qu'on ait cette action d'accès à l'équipement, ce soit pensé avec la question de la connectivité. Donc là, se repose pour nous notamment toutes les questions de la tarification sociale d'accès à Internet et le maintien du droit à la connexion qu'on a expérimenté dans la foulée de la loi pour une république numérique et qui doit revenir sur notre liste de courses. Donc ça, c'est un premier axe sur équipement connectivité. Un deuxième axe prioritaire, je dirais que c'est tout ce qui concerne les lieux de formation. Comment est-ce qu'on a plus de lieux d'accompagnement? Comment est-ce qu'on accompagne différemment à domicile,
comment est-ce qu'on va accompagner de façon itinérante ou dans plusieurs lieux, et ce soutien au réseau de lieux de médiation numérique et à renforcer la présence de la médiation numérique partout dans les territoires. Et ça pourra se faire que, troisième priorité, si on est très ambitieux dans la formation et la reconnaissance de la médiation numérique. J'imagine que quand je dis ça, beaucoup de personnes connectées derrière l'ordinateur doivent se dire que c'est une revendication de longue date du secteur de la médiation numérique, mais c'est d'autant plus d'actualité en termes de reconnaissance professionnelle, de diplôme, et mettre le paquet sur la formation professionnelle, que ce soit les travailleurs sociaux, que ce soit les médiateurs numériques salariés du privé, associatif, ou les agents publics. Donc ça, nous, on a lancé un grand chantier sur cette question dès le mois de janvier dernier. On a travaillé avec notamment plusieurs acteurs de Bordeaux sur la question. On va rendre nos conclusions très rapidement et les propositions d'actions concrètes, mais voilà, il va falloir mettre le paquet sur les métiers de la médiation numérique dans leur diversité et avoir une offre de formation et de professionnels ambitieuse. C'est encore un peu tôt pour rentrer dans le détail de ce qu'on voudra proposer, mais comme le disait le secrétaire d'État, des annonces vont venir. Merci beaucoup. Donc, j'ai noté, puisque je suis une modératrice improvisée, mais quand même, je fais les choses bien. Donc, connexion, connectivité, la question de la formation, de l'accompagnement et l'ambition de la formation des acteurs de l'inclusion numérique. Donc ça, ce sont un peu les trois grands axes. Je suis assez contente de savoir que notre programme répond au moins où on n'est pas parti complètement à côté, donc c'est très bien. Je vous invite aussi à vous inscrire à la table ronde avec les opérateurs qui aura lieu jeudi à 16h, puisque la question de la connectivité sera posée avec eux directement. Ils sont quand même aux premières loges. Est-ce que vous souhaitez peut-être réagir sur vos trois axes, Madame Pasteur ou Monsieur Silou? Quels sont selon vous les trois axes? Michel, allez-y. Alors, moi, je ne veux peut-être pas absolument avoir trois axes, mais dans la préparation de cette table ronde que nous avions faite avec Jacques-François, que nous regrettons qu'il ne soit pas avec nous tout de suite, en tout cas, une pensée émue pour lui en ce moment. Peut-être, moi, j'avais vraiment insisté sur, et en lien avec votre programme, qui malgré tout fait beaucoup référence à la question du champ social, aux travailleurs sociaux, aux intervenants sociaux, et il me semble qu'il y a vraiment un défi, ou un enjeu, voire un défi pour les décennies qui tournent, qui est véritablement de faire que le numérique soit pleinement intégré et approprié par les travailleurs sociaux. C'est bien sûr le chemin, c'est engagé, les choses progressent, mais comme je l'ai dit dans ma première intervention, il y a une évolution au cours de la décennie 2010-2020 d'une vraie prise de conscience de cette question de l'inclusion numérique. Les travailleurs sociaux, le numérique était quelque chose qui venait en plus. Avec la crise du Covid, avec le confinement, aujourd'hui, le numérique n'est plus une option. Le numérique et le passage par des supports numériques, c'est devenu une obligation. Et là, il y a une sorte, cette crise crée une accélération de cette appropriation, de cette intégration de l'ensemble dirons, moi j'aime bien parler de terreau numérique, parce que le numérique, c'est pas seulement un outil, c'est vraiment un terreau qui va nous obliger à transformer les façons de travailler. Et j'en veux pour preuve, nous avons lancé avec le Haut Conseil du travail social tout récemment, donc c'est vraiment une première information, mais nous avons effectivement lancé un questionnement auprès des travailleurs sociaux, auprès des institutions sociales, pour savoir quels étaient en tout cas les enseignements qui étaient tirés de la crise. Et aujourd'hui, dans les premiers déboulements que nous avons, nous constatons que plus d'un tiers des démarches qui ont été un peu innovantes ou des transformations qui ont dû intervenir pendant cette période font référence au numérique. Et donc, ça devient véritablement quelque chose de déterminant dans le travail social. Et sans doute que
ce qui est devant nous et un enjeu devant nous, c'est de faire en sorte que, avec l'ensemble des intervenants et des travailleurs sociaux, ce soit un numérique qui ne soit pas subi, mais un numérique qui soit choisi. Là aussi, vous savez bien qu'au cours de la dernière décennie, le travail social a été très cloisonné. Il a parfois été, on le reproche aujourd'hui, c'est une réalité, tout le monde fait ce constat, il a été siloté avec des procédures, et le numérique a plutôt été présent pour accompagner les procédures et pour imposer peut-être des procédures qui ont été vécues comme étant venant d'en haut. Aujourd'hui, et notamment parce que beaucoup d'institutions et de travailleurs sociaux ont eu à s'adapter pendant cette période de Covid et ont utilisé les outils numériques avec satisfaction, ou en tout cas avec besoin, font qu'aujourd'hui, il faut absolument continuer à voguer sur cette vague d'un numérique qui soit vraiment au service du travail social et pas qui va en son encontre. Et un numérique qui est au service du travail social, c'est quoi? C'est un numérique qui d'abord respecte des valeurs cardinales du travail social. Je crois que c'est très important on travaille sur un numérique qui respecte toutes les questions d'éthique qui sont fondamentales pour le travail social, que ce soit un numérique qui permette effectivement de maintenir le lien. Le secrétaire d'État, Cédric O, l'a dit, comment est-ce qu'on a un numérique qui est porteur de maintien de lien plutôt que étant vecteur de rupture. Et aujourd'hui, je crois que c'est une promesse, mais elle n'est pas complètement accomplie. Donc, il y a comment est-ce qu'effectivement les travailleurs sociaux, les intervenants sociaux prennent conscience ou ont la capacité d'avoir un numérique qui leur permet d'avoir plus de liens et permet de libérer du temps. Donc ça, c'est un point véritablement important. Et puis, c'est aussi un numérique qui va accompagner l'autonomie des personnes. Et ça nous ramène complètement à cette question de l'inclusion. Et je crois que ça, c'est un enjeu aussi alors, là aussi pour la plupart du temps engagé, mais qui mérite d'être approfondi au cours des prochaines années, des prochains mois, des prochaines années. C'est comment est-ce qu'effectivement la médiation numérique est en capacité d'accompagner aujourd'hui les personnes qui en sont les plus éloignées, les plus exclues, avec la bonne dimension pédagogique. Et de faire en sorte qu'il y ait une plus forte complémentarité et dans le respect des missions cœur du travail social, mais aussi des missions cœur de la médiation numérique, qui est bien cette dimension de pédagogie et d'outillage, et de faire en sorte que cette collaboration, cette coordination fonctionne pleinement sur l'ensemble des territoires. Et c'est pour ça qu'on parlait de niveau fin, parce qu'il faut qu'il y ait cette coopération au plus proche des habitants, entre les différents acteurs, pour faire en sorte qu'il y ait une vraie chaîne des aidants numériques. Nous aimons beaucoup cette dimension à l'ENSA de chaîne des aidants numériques, dans lequel les travailleurs sociaux appartiennent, les intervenants sociaux, les médiateurs numériques. Et aujourd'hui, cette chaîne a besoin d'être sans doute un petit peu travaillée, améliorée, mieux coordonnée, avec une vraie transversalité, pour que les personnes n'aient pas à taper à X guichets, etc. Et puis, dernier élément peut-être que j'ai envie de dire, c'est que, en tout cas pour ce qui relève du travail social et de l'intervention sociale et de l'accompagnement des personnes peut-être les plus fragiles, c'est le partage d'informations. Ce travail a été très engagé au niveau de la santé. Aujourd'hui, il y a des données qui sont partagées avec des règles qui sont très précises. Le Haut Conseil au travail social a travaillé sur l'information partagée autour des personnes et notamment avec la personne elle-même qui doit être au cœur de la possibilité de donner un droit d'accès à ces données qui sont effectivement sur le numérique. Et donc là, il y a un travail qui reste encore à faire pour savoir à quel niveau, comment partager ces données qui sont souvent des données précieuses et intimes de la personne, surtout pour des personnes qui sont en situation de fragilité et qui n'ont pas envie de partager toute leur vie ou tout leur parcours qui a parfois été difficile avec tout le monde. Donc ça, c'était vraiment un deuxième enjeu, c'est travailler sur l'information partagée sur support numérique en fonction des natures des intervenants dans cette chaîne des aidants numériques. Merci beaucoup, Monsieur Ossilou. Vos axes en quelques minutes, et puis après on passera peut-être à quelques questions du chat si on en a. Alors je partage tout à fait ce qui a été dit
et les priorités qui ont été mises en avant. Moi, j'insisterai sur 3 points. Effectivement, on sait que des investissements très importants dans le très haut débit et également pour lutter contre les zones blanches des mobiles ont été faits et sont en cours par la puissance publique. Concrètement, on est encore loin du compte et il y a peut-être une priorité sur la mutualisation, notamment des antennes du réseau mobile qui a été encouragé, mais en zone rurale, ça reste encore problématique. La mutualisation est pas encore effective dans beaucoup d'endroits, et quand dans des situations qu'on a connues de confinement, etc., les difficultés d'accès au réseau mobile, quand on doit travailler, étudier de chez soi, et lorsque ça correspond au premier vecteur, au premier canal de connexion à Internet, c'est absolument problématique, bien entendu. De ce point de vue-là, je fais un petit éclairage sur un séminaire que nous avons à France Stratégie à partir du lundi 14 septembre sur les réseaux du très haut débit en Europe, avec 4 ateliers donc en ligne. Vous pouvez trouver toute l'information sur notre site. Alors là, ça se concentre sur les réseaux très haut débit. Bien entendu, je pense que l'analyse de où nous en sommes et ce qui reste à faire, et peut-être une meilleure mutualisation sur les antennes mobiles, c'est également un axe important. Je pense qu'un autre axe essentiel, c'est la lutte contre l'illettrisme, puisqu'il est bien entendu une des raisons souvent de l'électronisme, c'est également la difficulté d'une partie de la population assez importante à déchiffrer des textes. Et là-dessus, un plan national contre l'illettrisme serait absolument nécessaire, absolument en coordination, bien entendu, avec ce qui est fait contre la fracture numérique. Les acteurs peuvent être souvent les mêmes, mais il y a là, bien évidemment, une action spécifique à engager. Un autre axe qui me semble essentiel, cela a été mis en avant et souvent dit, mais je pense qu'on est encore loin du but. Les sites Internet publics doivent être beaucoup plus accessibles, et surtout, on doit pouvoir avoir systématiquement accès à une personne au téléphone quand on est face à une situation qui ne peut pas être résolue en ligne, quand la personne a des difficultés pour se déplacer dans le site Internet et résoudre ses problèmes. Et c'est encore trop peu souvent le cas. Il y a encore beaucoup trop de cas où il est difficile d'avoir quelqu'un au téléphone, où il est difficile d'avoir quelqu'un aussi en physique quand on est au bout de situations très très compliquées. Alors ça fait clairement partie du plan national, mais je pense que là-dessus toutes les administrations, tous les acteurs publics doivent être encore plus actifs sur la résolution de cette impasse que souvent auquel on est parfois tous confrontés, la difficulté lorsqu'on a un problème sur un site Internet, la difficulté à réussir à avoir quelqu'un au téléphone qui peut aider dans les démarches. Voilà pour les 3 axes. Bien entendu, tous ceux qui ont été mentionnés, et notamment le renforcement de la formation et des acteurs de la médiation numérique me semble très important. Merci beaucoup. Il nous reste que quelques minutes. Je voudrais quand même juste prendre 1 ou 2 questions du chat. Ça rebondit un petit peu sur ce que vous veniez de dire, Monsieur Ossilou. La question de Christine, qui est: comment les personnes en situation de handicap sont-elles incluses pour tous les modèles de perception sensorielle, y compris selon des typologies
ou par exemple l'autisme ou autre handicap. Donc la question du handicap, c'est une question qui est essentielle aussi. On parlait de la granularité de la fragilité et de la fracture numérique, mais quand on est en situation de handicap, on a également d'autres éléments qui entrent en jeu. Michel Pasteur, vous vouliez réagir ? Oui, peut-être dire que, en fait, on parle effectivement de l'accès au numérique et à ses usages par les personnes en situation de handicap, mais les situations de handicap sont extrêmement diverses et c'est cela qui rend ce sujet assez complexe. C'est qu'en fait, effectivement, il s'agit de comprendre quelles sont les compétences des personnes en situation de handicap et en fonction de ces compétences et de leurs attentes, de pouvoir en face mettre les outils qui sont les plus adaptés. Et donc, là, il y a un travail de compréhension fine et ça revient encore une fois à vraiment insister pour les mois à venir, à dire que, notamment pour ces personnes en situation de handicap qui vivent des situations particulières, il n'y a pas une seule solution qui peut se créer sans les personnes elles-mêmes. Et donc, c'est comment est-ce qu'effectivement, que ce soit dans la construction de formation, que ce soit dans la construction de solutions, que ce soit dans la mise en place de portails, comment est-ce qu'effectivement on intègre à chaque fois l'expertise d'usage, l'expertise du vécu des personnes pour faire en sorte que l'on ait effectivement des sites, des outils, des supports numériques qui soient vraiment les plus adaptés. Donc, la prise en compte de l'inclusion numérique des personnes handicapées dans leurs différentes situations de handicap est un sujet qui est encore vraiment en cours de débroussaillage et qui est quelque chose qui doit être travaillé. Ce qui est peut-être un peu compliqué, c'est que toute solution trouvée en fonction des différents handicaps suppose effectivement des développements technologiques particuliers, suppose un coût, suppose peut-être de s'adresser aussi à une petite partie de la population. Et c'est cela qui est sans doute compliqué, c'est d'identifier effectivement et de disposer, de mobiliser les moyens nécessaires et suffisants pour développer des services qui soient adaptés à certains types de handicap et sans doute pour une population un peu plus restreinte. Mais il est un fait que plus on trouvera des solutions qui sont facilitantes pour tout même pour des personnes en situation de handicap, plus on rendra service à l'ensemble de la population, parce que je crois qu'effectivement, pour rendre un numérique désirable, et c'est ça qui est devant nous, c'est faire en sorte que le numérique soit désirable pour ces entre 16 et 24% de la population qui a une certaine réticence. Faire en sorte que le numérique soit désirable, c'est faire en sorte que les personnes ne se sentent pas perdues et s'y retrouvent. Donc, ça va supposer véritablement de réaborder l'ensemble des outils, des supports et des formations à partir de l'expérience usagée. Merci beaucoup. Le temps nous est compté puisqu'il est 12h59 et nous mettons un point d'honneur à essayer d'être à l'heure le plus possible. Merci à tous. Est-ce que peut-être pour un rapide tour de table de mots de la fin pour conclure, et je vous propose, alors vraiment en 5 secondes chacun, si vous avez peut-être une action coup de cœur, parce qu'on a beaucoup parlé d'analyse de données, etc. Il y a quand même toute la notion de tout le travail de veille aussi qui est très important dans nos métiers. Est-ce que vous auriez une action sur un territoire en France ou à l'étranger aussi? Vous travaillez probablement avec des partenaires à l'international, d'une action qui vous semble, qui est un peu une action coup de cœur pour vous. Et puis, je vous laisse également quelques secondes de conclusion chacun avant que l'on passe à la conclusion finale. Est-ce que, Monsieur Roll, vous voulez démarrer ? Oui, votre micro est éteint par contre. Ah oui, pardon, je l'avais coupé. Je dis oui, il y en aurait beaucoup à saluer, mais du coup, restons local et je resalue Ubique et notamment tout le travail sur la formation des aidants qu'ils sont en train de mettre en place. Merci beaucoup, Monsieur Ossilou. Alors, très rapidement, il n'est pas généralement de bon ton en ce moment de prendre le Royaume-Uni comme exemple, mais l'action du Royaume-Uni en termes d'unification de tous les sites publics et de travail sur leur ergonomie est à saluer de ce point de vue-là. C'est un accès qui est rendu beaucoup plus facile pour la population.
et on pourrait s'inspirer de cette démarche qui date un peu maintenant, mais qui est très intéressante de mon point de vue. Merci beaucoup. Michel Pasteur. Oui, moi, je voudrais citer le département de la Manche. Alors, on n'est pas dans votre région, qui a décidé aujourd'hui de travailler de façon simultanée et pour vraiment faire des passerelles entre le renouvellement de leur schéma numérique et en même temps le schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité aux services. Et je crois que là, c'est vraiment un élément très important et assez significatif de ce besoin de transversalité et de dire qu'aujourd'hui, l'accès aux services, et notamment pour les personnes les plus fragiles, ne peut pas se faire sans effectivement le numérique. Et donc, mettre en synergie ces schémas, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Pour une démarche analogue à Néo-Aquitaine, on aurait pu aussi citer le département de la Creuse, qui est exemplaire aussi en matière de stratégie locale numérique. Merci beaucoup et nous aurons une table ronde sur ce qui se passe justement, l'inclusion numérique dans d'autres territoires et avec aussi un petit film de veille plus internationale sur ce qui se fait outre-Atlantique. Je vous remercie beaucoup tous les trois d'être intervenus sur cette table ronde et de m'avoir supporté comme modératrice improvisée. Jacques-François, tu nous as beaucoup manqué, mais on t'a vu dans le chat. Une prochaine fois, on la refera en présentiel à Bordeaux, j'espère. Merci beaucoup en tout cas. Et merci à vous, chez vous, dans vos bureaux, de nous avoir suivis pour cette première plénière d'ouverture de la Semaine Agir pour l'inclusion numérique. C'était vraiment un plaisir de vous accueillir. On espère que tout cela vous a beaucoup intéressé aussi. Je vous rappelle que vous pouvez bien entendu commenter, continuer à envoyer vos questions. On va essayer de pouvoir répondre à vos questions au fur et à mesure de la semaine aussi. N'oubliez pas de répondre au quiz. Je crois qu'on a quelques petits problèmes de mise en place du quiz, mais il sera mis en place. Ça y est, c'est fait, on me fait signe. Donc c'est bon, vous pouvez y aller. Vous pouvez aller gagner vos ordinateurs et vos places Cap Science. Cet après-midi, c'est la suite à 16h. Il y aura 2 ateliers en parallèle. T'inquiète, l'atelier sur l'application mobile T'inquiète, une application mobile pour orienter les publics en difficulté numérique, qui sera animée par Hélène Desliens, cofondatrice et directrice générale expertise. Bonjour Hélène, je suis sûre que tu nous regardes. Et dans la salle Montesquieu, ici même, sur ce plateau, nous aurons une conférence, une table ronde sur la créativité comme porte d'entrée pour s'adresser à nos publics, qui sera animée par Sébastien Carnac, qui est directeur de Aquitaine Culture. Et quant à moi, je vais vous retrouver tout au long de la semaine comme modératrice sur certains panels, tables rondes, conférences. Et je vous retrouverai à 10h30 vendredi matin pour la séance de clôture. Merci beaucoup à tous. Très bonne journée. Merci. Et bonne semaine. Merci. Au revoir. Au revoir.